On en vient à la DASCO 1 qui concerne les dotations complémentaires de fonctionnement pour les collèges publics parisiens, qui est pour unanimité. Et on en vient à la DASCO 11 qui concerne la révision de la sectorisation des écoles publiques. Et la parole est à Victoria Barrigan, puis Gérald Briand. Elle n'est pas là. Gérald. Oui. Oui, je veux revenir sur la carte scolaire et notamment sur aujourd'hui les menaces que fait peser le rectorat sur nos classes et nos écoles. Donc on a aujourd'hui un ministère de l'Éducation nationale qui a décidé de faire des économies, en l'occurrence, et donc de s'en prendre à notre système éducatif en l'affaiblissant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une volonté, malgré les luttes des parents, malgré les positionnements de la municipalité, malgré les luttes aussi des enseignants, un rectorat, une ministre de l'Éducation qui poursuit l'œuvre un petit peu d'affaiblissement de l'éducation nationale. Donc ça se traduit comment dans le 18e, et notamment par rapport c'est le débat sur la sectorisation. Aujourd'hui, il y a des classes qui sont menacées et on a une école maternelle notamment, on reviendra tout à l'heure pour les collèges, mais qui aujourd'hui est sur les viseurs. Donc le rectorat voulait fermer Vauvenargues, dans ma mémoire, et nous avons dit qu'on était le positionnement, donc moi je présente le positionnement des élus communistes pour le groupe communiste, mais aussi comme maire adjoint, nous sommes évidemment contre les fermetures, nous nous opposons au système de fermeture, même si nous comprenons l'argument de la baisse d'effectifs. Alors pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui, et notamment par la voix de son chef, mais pas seulement le Premier ministre, mais moi j'ai écouté attentivement le Président de la République. Le Président de la République s'est insurgé sur la baisse de la natalité, en disant qu'aujourd'hui, les Français ne faisaient pas assez de bébés. Donc, si on suit le raisonnement du Président de la République, appelé à la natalité, c'est quoi ? C'est appelé à faire donc des bébés, des enfants. Et ça veut dire que ces enfants, il faudra bien, s'il y a une hausse de la natalité, prévoir, faire un peu de planification. Et si aujourd'hui, on observe donc une baisse de la natalité et une baisse qui est vraie des effectifs dans l'arrondissement, la volonté quand même présidentielle et portée par la majorité, c'est celle de revenir à une politique nataliste beaucoup plus importante. Donc, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vouloir à tout prix fermer des établissements quand on sait que, avec une telle force de persuasion présidentielle, évidemment, les bébés par dizaines de milliers, voire centaines de milliers, vont tout d'un coup jaillir. Donc, du coup, je me dis, soyons un petit peu ambitieux et disons-nous qu'il faut qu'on commence à prévoir cette arrivée massive des enfants dans le 18e arrondissement. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On a un rectorat qui décide de fermer des classes et des écoles. Là, je dis non, c'est pas très sérieux. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'aujourd'hui, même si on considère qu'il y a une baisse des effectifs, avoir une capacité d'adaptation. Alors, c'est possible de le faire, et aujourd'hui, on peut le faire. Vient la question de Clovis aujourd'hui, par exemple, parce que je crois, qui suscite une légitime émotion. Donc j'ai été, moi récemment, après le 18, j'ai été dans l'école, rencontrer le directeur d'école, et on a discuté du fait qu'il y avait d'envisager une fermeture d'école et qui serait celle pour les tranches maternelles de l'école Clovis. Alors, ce qui se passe à Clovis, et moi je l'ai vu en plus, il m'a montré c'est qu'il y a un problème d'amiante. Il faut savoir que ce bâtiment fait partie des derniers bâtiments en 88 quand ils étaient construits, où la question de l'amiante n'avait pas été encore soulevée. Et donc ce qui fait que ce bâtiment aujourd'hui est un bâtiment dangereux, est un bâtiment malheureusement où il faut le plus vite possible qu'on engage des travaux. C'est pour ça que je pense qu'on a eu raison, nous, de dire au rectorat de dire, si vous voulez vraiment fermer une école, ce serait plutôt dans celle-ci, parce qu'il y a des travaux d'urgence qui se passent. Il aurait fallu de toute façon que les enfants, on les fasse déménager. Donc, ça me paraît rationnel. En plus, moi, j'ai ma casquette
de responsable de la municipalisation des cantines. Et je pense que ce bâtiment doit continuer à avoir une dimension scolaire et qu'il peut tout à fait nous permettre d'être assez vite une cantine d'exportation pour faire des repas pour tout l'ouest de l'arrondissement. Aujourd'hui, sur l'ouest de l'arrondissement, on a une difficulté pour avoir une cantine d'exportation. Donc il peut aujourd'hui, et je l'ai visité, à condition évidemment que les travaux soient faits et engagés vite sur cette question, mais on peut le faire. Alors après, pour avoir discuté aussi avec le directeur d'école, aujourd'hui, avec la baisse, on aurait 4 classes. 4 classes aujourd'hui, c'est pas très sérieux aujourd'hui pour faire une école. Donc le fait de renforcer... Attendez, le fait de Alors, renforcer... on va faire un truc. Il y a les élus qui ont été élus et qui s'expriment, et le public qui est le public et qui écoute. On va essayer de faire ça. Gérald. Oui, donc il y a aujourd'hui 5 classes, merci, on le sait, mais avec la baisse des effectifs, il y aurait 4 classes l'année prochaine de toute façon. Donc c'est juste, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Donc il y a 4 classes. Et à 4 classes aujourd'hui, les pédagogues le disent, aujourd'hui, c'est plus des écoles. C'est autre chose, mais c'est plus des écoles. Et je crois qu'aujourd'hui, ça serait bien pour les écoles environnantes qui souffrent d'un manque d'effectifs. Je pense à l'école du Ruisseau, que je connais particulièrement parce que j'y siège et qui a vraiment des équipes qui sont vraiment super, quoi. Enfin, qui attendent une classe de plus pour pouvoir justement mieux se développer sur les projets et avoir, parce que quand on a des classes de plus, on a des ASM de plus, etc., on a du personnel et on fait qu'on a une vraie école, quoi. Là, c'est une école qui était en survie. Et c'est pour ça d'ailleurs que, moi, de ce que j'ai vu, alors après, je peux être contredit, mais moi, de ce que j'ai vu plutôt une équipe pédagogique qui était dans l'accompagnement pour essayer de voir à comment on allait mieux travailler. Donc voilà, donc, juste pour dire que ce qui est fait, et moi, de mon point de vue, cet équipement Clovis, s'il doit accueillir une cuisine d'exportation, doit continuer à pouvoir rester une école dans l'avenir. C'est-à-dire qu'en cas de hausse des effectifs, il faut que ça soit réversible. Donc moi, c'est la proposition que je porte, moi, c'est que cette école-là, il faut de toute façon des travaux. Voilà. Les travaux d'amiante, malheureusement, il y a un danger pour nos enfants, pour les personnels. Donc il faut qu'on aille le plus vite possible là-dessus, mais que dans l'avenir, en plus de la cuisine d'export, on ait cette école qui puisse revenir dans ce quartier. Merci beaucoup. La parole est à Karine Roland. Merci, Monsieur le maire. Merci, cher Gérald. Je salue ton optimisme de la volonté démographique. Je ne suis pas certaine que ça fonctionne ainsi. Néanmoins, je retiens cet aspect des choses parce que ça nous a toujours conduit, dans le 18e, à considérer que lorsqu'une école, les bâtiments d'une école ne pouvaient plus servir à être une école, cela devait pouvoir être effectivement réversible. Quelques années plus tard, les cycles démographiques sont ainsi faits que la démographie est parfois à la hausse, parfois à la baisse. Depuis quelques années, elle est à la baisse, mais nous constatons aujourd'hui que, la formule est technique, la baisse décélère, la baisse ralentit. Donc tout ça n'est pas une science exacte. En revanche, nous avons toujours considéré dans le 18e qu'une école n'est pas un lieu anodin. C'est le lieu de la République, c'est le lieu des apprentissages, y compris celui de la citoyenneté. Et effectivement, il faut toujours pouvoir imaginer une réversibilité. Un point de contradiction, presque de contradiction. L'école Clovis n'est pas dangereuse aujourd'hui. On ne peut rien y faire et son directeur a coutume de dire que même planter un clou, c'est impossible parce qu'effectivement, les murs sont amiantés. L'amiante n'est dangereuse que lorsqu'elle est friable. Ça n'est pas le cas actuellement. Néanmoins, là où nous nous rejoignons, c'est que pour que ce bâtiment continue d'accueillir du public dans de bonnes conditions, de toute façon, il faudra y faire des travaux d'ici un très petit nombre d'années. Voilà pour les deux petits points que je souhaitais apporter en réponse et en complicité avec ce que disait Gérald Briand. Pour le reste, le cadre dans lequel nous sommes, c'est celui d'une démographie, je le disais, qui baisse sur l'ensemble de Paris, une démographie scolaire,
qui baisse aussi dans le 18e, mais pas de manière identique. C'est-à-dire qu'au centre et à l'ouest de notre arrondissement, les écoles se vident, pour parler un peu rapidement, là où au nord et à l'est, non seulement elles se vident moins, mais en plus, nous attendons l'arrivée de logements qui vont faire que, d'ici quelques années, elles seront pleines. Ce dialogue, nous l'avons avec, ou nous essayons de l'avoir avec le rectorat, pour considérer les spécificités de chaque école dans son environnement, quelle démographie et puis quelles caractéristiques. Une classe, c'est un ensemble d'élèves, c'est pas un effectif. C'est toujours un désaccord que nous avons lorsque nous discutons avec le rectorat. Non, on ne raisonne pas sur des effectifs, on raisonne sur un ensemble d'élèves à considérer, y compris avec ses spécificités. Et effectivement, sur le principe, nous préférerions amplement que le nombre d'élèves par classe, puisque ainsi sont envisagées les choses par le rectorat, prenne en considération les élèves allophones, les élèves en situation de handicap, les élèves qui ont besoin d'accompagnement spécifique. Là-dessus, nous n'avons pas gain de cause. Et face à cela, on constate que déjà l'année dernière, le nombre de classes qui nous a été imposé était extrêmement important, que le nombre de classes à supprimer cette année le serait tout autant. Dans ces conditions, oui, le quartier dont je parlais tout à l'heure, celui qui fait partie du centre et de l'ouest de l'arrondissement, verrait ses écoles se vider. Une école, vous pouvez le demander à toute directrice, tout directeur d'école, une école avec 3 classes, même 4, ça n'est plus une école qui est à même de faire vivre un projet d'établissement. Donc ce que nous avons proposé, c'est de mieux faire correspondre la démographie restante avec des écoles en bonne capacité d'accueillir. Et là où nous intervenons, et là où nous en sommes, c'est sur l'accompagnement. Je le redis, les élèves ne sont pas des effectifs. Ce sont des êtres humains qu'il s'agit d'accompagner, de faire grandir, et leurs parents méritent toute notre considération aussi. Donc nous en sommes là pour faire en sorte que cette modification de la carte scolaire soit envisagée au plus près de la réalité des conditions de vie de ces élèves, de leurs familles. Vous êtes là, d'ailleurs, mesdames, messieurs et certains des élèves. Nous vous entendons, nous vous voyons, nous vous écoutons, nous vous avons rencontré en réunion. Une autre réunion est en cours en ce moment. Nous continuerons ce travail dans une volonté de respecter ce bien-être, de travailler aussi à la mixité, élément fondamental de la construction sociale telle que nous la considérons utile dans le 18e. Et c'est le sens de cette délibération. Pardon, j'ai été très longue, mais il me semblait important de vous livrer ces explications. Je vous remercie. Merci beaucoup, Karine, et merci à Gérald. Moi, je ne veux pas réintervenir longtemps, sauf pour dire d'abord, comme Gérald et Karine, que je m'inquiète, d'ailleurs comme l'ensemble des maires d'arrondissement de Paris, des décisions, alors en fait pas tellement du rectorat, en réalité du ministère, de réduire massivement le nombre d'instituteurs et d'institutrices qui travailleront à Paris et dans le 18e à la rentrée prochaine. Il y aura au mois de mars un CDEN qui va être mobilisé et j'espère que nous obtiendrons qu'un certain nombre des fermetures de classes qui sont aujourd'hui prévues, et elles sont très nombreuses dans le 18e, plus d'une vingtaine à ce stade, c'est un niveau jamais vu. J'espère qu'un certain nombre de ces fermetures de classes pourront être évitées parce que, comme l'ont dit très bien et Karine et Gérald, la faiblesse du nombre d'élèves dans une classe, quand elle est bien gérée, peut être un avantage. Cela étant, il y aura des fermetures de classes. Et elles seront probablement bien trop nombreuses par rapport à ce que nous souhaiterons et surtout bien trop nombreuses par rapport à ce que serait l'intérêt des élèves de l'école publique dans le 18e arrondissement de Paris, quel que soit d'ailleurs le quartier dans lequel ils et elles sont élèves. Cela étant, une école, c'est non seulement un nombre d'effectifs et un nombre d'instituteurs, c'est aussi un nombre minimal.
d'effectifs et d'instituteurs. Et effectivement, aujourd'hui, dans le secteur de Montmartre et de Jules Geoffrin, plusieurs écoles sont menacées de devenir des toutes petites écoles. Alors moi, je ne suis pas contre les petites classes, je ne suis pas contre les petites écoles, mais je suis contre les toutes petites écoles. Pour une raison assez simple, c'est qu'on les connaît. Et d'ailleurs, tous les pédagogues le disent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'équipe éducative, y compris des Cloïs, a cette position. Une trop petite école, c'est pas bon pour les enfants. Et moi, le seul truc qui m'intéresse comme maire du 18e, comme père du 18e d'ailleurs, enfin comme père dans le 18e aussi, c'est l'intérêt des enfants. Et donc je pense que le travail que nous faisons avec le rectorat, qui va exiger que nous soyons extrêmement fermes sur la réduction de nombre de fermetures de classes prévues dans le 18e, ne supprimera pas la difficulté des 4 écoles du secteur concerné. Alors je comprends, j'entends, je vis d'ailleurs les difficultés que ça peut poser aux élèves et surtout à leurs parents. Et c'est pourquoi, d'ailleurs je crois qu'une réunion se tient en ce moment même, à Cloïs, notre enjeu prioritaire est de faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. C'est jamais un plaisir de fermer un bâtiment scolaire. Gérald l'a dit, notre objectif c'est qu'il reste possible de le rouvrir. On a vécu ça dans le 18e, j'étais pas encore maire, mais on a rouvert l'école de la rue Pajol qui avait été fermée parce que la population scolaire a augmenté et donc notre enjeu est de faire en sorte que nous puissions le rouvrir. Mais le vrai enjeu tout de suite là maintenant, c'est de faire en sorte que personne n'ait à vivre négativement les conséquences d'une décision que nous ne prenons pas nous, mais qui est à la fois celle du gouvernement, mais qui est aussi la constatation du nombre d'élèves. Et donc ce travail-là, vous pouvez compter sur moi et sur toute mon équipe pour qu'on le fasse, dans le respect des choix, des envies, des besoins des uns et des autres, mais surtout avec une seule chose en tête. Une seule chose en tête. Comme toujours sur les politiques scolaires dans le 18e, c'est l'intérêt des enfants. L'intérêt des enfants. Il n'y a que ça qui compte pour moi. C'est vrai sur les questions de mixité scolaire. Je fais partie de ceux qui ont pris de ce point de vue-là un certain nombre de décisions dont j'ai compris qu'elles n'avaient pas plu à tout le monde, mais enfin, je crois qu'elles étaient bonnes à prendre. C'est ce qui nous a conduit aussi à avancer beaucoup sur les travaux que nous faisons dans les écoles, et c'est ce qui nous conduit à prendre aujourd'hui cette délibération qui n'est pas la fin d'une discussion, qui est une étape dans une discussion qui doit permettre à faire en sorte que dès septembre prochain, l'ensemble des enfants du 18e, et notamment ceux qui sont aujourd'hui affectés à l'école des Cloïs, puissent avoir la meilleure scolarité possible. Il n'y a que ça qui m'intéresse, et c'est de ça que nous allons discuter dans les semaines qui viennent, parce que ici on aime bien le débat, la démocratie, on aime bien d'ailleurs, y compris parfois pas être d'accord, et arriver aux bonnes solutions, et c'est ce que nous allons faire. Voilà pourquoi je vous invite à voter la délibération d'ASCO 11, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote, elle est adoptée. Et je laisse tout de suite la parole à Pierre-Yvain Arnaud concernant la révision de la sectorisation des collèges ce coup-ci. Merci Monsieur le maire. Alors je vais intervenir ici à propos du coup la sectorisation qui touche le collège Yvonne Le Tac, dont je suis le représentant pour la mairie justement, et très heureux d'être depuis plusieurs années un de ses représentants avec Émile Meunier aussi. Le collège Yvonne Le Tac lui aussi va être touché par un changement de sectorisation, puisqu'il va se retrouver lié à l'école Côte-Chevert qui est à Chapelle Internationale. Donc là aussi effectivement moi je suis extrêmement content que le 18e soit un peu à la pointe du travail sur la mixité sociale. Ça existe ailleurs en France, c'est des projets qui sont menés, on appelle ça des secteurs en discontinu. Et je trouve que le 18e, je trouve que c'est bien, suite en plus ce qui avait été mené comme expérience aussi à Coisvox et à Berlioz, de continuer à faire un arrondissement motivé dessus. Mais néanmoins, il y a quand même 2 points sur lesquels on peut, je pense qu'on peut progresser. C'est effectivement la question du partenariat avec les acteurs éducatifs et les parents d'élèves. Voilà, je trouve qu'on a un travail à améliorer. On a eu une première, moi j'ai parlé avec les parents d'élèves au moment de la réunion du conseil d'administration. Karine Roland a fait une très bonne intervention auprès d'eux aussi, avec l'éducation nationale et des chercheurs associés. Mais effectivement, nous constatons de nombreuses limites à cette discussion aussi. Et donc je pense que là aussi, comme disait très bien Monsieur le maire, il va falloir que le travail continue avec les différents partenaires et qu'on améliore la communication et de la coopération entre les différents partenaires. Je trouve que c'est le genre de projet qui mérite, qui nécessite que tous les partenaires soient associés dans la durée et dans la discussion. Deuxième problème aussi, qui a été pointé par les parents d'élèves et les personnels d'Yvonne Le Tac, et que je partage totalement, c'est la question des moyens. On ne peut pas faire de la mixité sociale à moyens constants. Il nous faut un réel effort de la ville, certes, un parti, mais surtout de l'éducation nationale dessus. C'est des projets forts,
qui méritent des moyens. Je prends l'exemple par exemple des CPE. Il nous manque effectivement du personnel CPE et du personnel aussi de surveillance. Il nous manque aussi des AESH, par exemple tout simplement à Yvonne Le Tac aussi. Et donc je pense que si l'éducation nationale veut promouvoir des modèles de mixité sociale, c'est très bien, il faut y aller, mais avec les moyens qui vont avec. Et donc je pense que nous, il faut qu'on soit élus du 18e arrondissement très attentifs à ce que la mixité sociale ait tous ses moyens dédiés. Voilà en quoi, moi je pense qu'il faut que nous soyons actifs et auquel je veillerai moi aussi en tant que du coup représentant de la mairie auprès de ses parents, en des temps, je termine quand même là-dessus et Gérald en a parlé, en étant quand même on déshabille l'éducation nationale. Je ne sais pas si vous le savez, on a rendu 253 millions, l'éducation nationale a rendu cette année 253 millions d'euros au budget de l'État. Moi j'ai plein d'idées pour ces 253 millions d'euros et notamment promouvoir la mixité scolaire. Donc on va se battre pour que cet argent aille aussi pour ces bons projets dans le 18e arrondissement. Merci Gérald Briand. Moi, c'est une question donc à Karine Roland. Moi, j'ai entendu parler de la volonté du rectorat de vouloir fermer un collège. Est-ce que c'était le collège Yvonne Le Tac que le rectorat voulait fermer? Karine Roland. Question simple, réponse complexe. Je ne sais pas. Ça ne nous a jamais été dit explicitement. Le fait est que nous constatons exactement le phénomène que je décrivais tout à l'heure au niveau du premier degré, aussi dans les collèges. Des collèges qui sont pleins au nord de l'arrondissement, particulièrement sur les portes, et qui continueront de l'être avec l'arrivée de nouveaux habitants. Des collèges qui se vident au centre et au sud. Et effectivement, possiblement un ministère qui attend que nous fassions des propositions. D'ailleurs, le dialogue se passe bien de ce point de vue-là. En tout cas, nous pouvons faire les propositions. De là à dire que c'est co-porté, je n'irai pas jusque-là. Donc, la proposition a été faite de faire venir les élèves qui quitteraient le CM2 d'Eva Cochevert à Yvonne Le Tac, à la fois pour des raisons de mixité, parce qu'il nous semble important, ça a été très bien dit par Pierre-Yvan Arnaud, de travailler la sectorisation en ce sens très utile aussi. Le collège Yvonne Le Tac a un indice de positionnement social très différent de celui de l'école Eva Cochevert. Donc, intérêt à la mixité et intérêt à sauver un collège sur la butte. Donc, quand bien même les choses ne sont pas dites, il arrive que nous puissions les anticiper ou les deviner. Et effectivement, un collège dans un quartier, c'est important. C'est une vie, c'est de la jeunesse, ce sont des personnes qui viennent travailler, enseignants et autres, effectivement. Donc, pour toutes ces raisons, il nous a semblé intéressant, utile, certainement efficace, de procéder à ce mouvement de sectorisation discontinue. Nous en sommes précisément au moment des discussions avec le rectorat sur les moyens. Parce que les familles de la Porte de la Chapelle, des échanges que nous avons eus avec eux, sont assez enclines à voir leurs élèves être scolarisés à quelques stations de métro de leur lieu d'habitation. Il faut faire en sorte que l'établissement qui les accueille le fasse dans les règles de l'art, de l'éducation nationale, de l'éducation la plus républicaine qui vaille, c'est-à-dire bien, avec ce qui doit prévaloir, l'égalité entre tous les élèves. Pour cela, il faut des moyens supplémentaires en termes d'enseignants et en termes de personnel accompagnant à tout titre. Donc nous en sommes à ce point précisément. Merci beaucoup Karine. Peut-être ajouter un mot là-dessus aussi. Moi, exactement comme Karine Roland, bien sûr, je ne sais pas ce qu'a en tête le rectorat. Ce que je sais, c'est qu'avec quand même moins de transparence que dans le premier degré, il est très net que l'objectif du ministère est de réduire de façon importante les moyens apportés à nos collèges publics. Ils le font d'ailleurs, et c'est vrai dans le premier degré, mais c'est caricatural dans le second degré, avec une injustice incroyable
en ce qui concerne les moyens apportés aux établissements privés par rapport aux réductions de moyens des établissements publics, dont je rappelle que la principale différence consiste à rappeler que dans le public, on ne choisit pas ses élèves. Les bons résultats du privé, ils sont quand même d'abord dus au fait qu'ils choisissent leurs élèves. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile. Quand on prend que les élèves qu'on a envie de prendre, c'est quand même, au-delà de la rupture de l'égalité et même de l'équité, et même du sens de la fraternité, c'est quand même tout de suite beaucoup plus facile d'avoir les résultats qu'on veut obtenir. Mais il y a une absence de transparence plus importante sur le second degré que sur le premier degré. C'est un peu naturel, puisque nous, mairie d'arrondissement, ne sommes pas directement concernés par le second degré, on ne l'est concerné comme institution que par le premier degré. Donc la réponse à la question de savoir s'il a été envisagé ou pas de fermer Yves Lon-Le-Tac, c'est difficile de le dire. Ce qui est certain, c'est que nous n'avons pas intérêt à avoir des effectifs dans nos collèges qui baissent de trop. Et comme il s'avère que dans les 8e, il y a des collèges qui ont des effectifs très importants, et c'est le cas c'est le cas de Daniel Meyer, mais c'est le cas aussi du trio, et que, trop important d'ailleurs pour accueillir l'ensemble des élèves, il faut que ce surplus d'élèves puisse bénéficier d'abord au collège du 18e. Parce que ce qui est vrai aussi, c'est que la réduction du nombre des élèves, elle s'entend dans tous les arrondissements, et donc y compris dans le 10e et y compris dans le 9e. Et donc un certain nombre d'élèves qui, aujourd'hui, issus du 10e ou du 9e, sont scolarisés au collège dans le 18e, par exemple à Aimé Césaire, il y a des élèves du 10e, du 19e et du 18e, risquent d'être aspirés par le collège de leur arrondissement. Et donc il faut absolument que nous soyons extrêmement allants dans la répartition des élèves vers nos collèges dans lesquels il y a le moins d'élèves, et notamment Yvonne Le Tac et Dorgelès, sans quoi il y aura des réductions d'abord de classe, et ensuite on nous dira il n'y a plus d'élèves, donc on va fermer les collèges. Et je crois, moi, sans vouloir rentrer dans... mais parce que je les connais maintenant un peu, je crois qu'il y a une forme de stratégie de ce point de vue-là, à essayer de faire en sorte que chaque collège réagisse de façon peut-être un petit peu fermée autour de son propre secteur et de sa propre sensibilité, en oubliant que accueillir des élèves en plus, c'est assurer la permanence des divisions. Et si on assure la permanence des divisions, on assure la permanence des collèges. Si ce n'est pas le cas, on ne sait pas où on en sera. Et donc je pense que cette mesure que nous prenons concernant la sectorisation des collèges publics permet à la fois d'obtenir, et c'est très important pour nous, une amélioration en matière de mixité sociale et scolaire, mais je crois aussi que faisant ça, nous avons plus de chances de préserver l'existence même d'un certain nombre de nos collèges publics. Et c'est un enjeu central quand même. Parce que bizarrement, dans le privé, le nombre d'élèves en classe, c'est tout de suite beaucoup moins important, quoi. Et il y a une forme de concurrence déloyale qui pourrait s'implanter si nous ne le faisons pas. Voilà pourquoi je vais voter cette délibération avec autant d'enthousiasme que la précédente, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Je vous en remercie.